And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de 30 sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Oui, bonjour à tous. Alors, on a tous été complètement stupéfaits par les événements d'Iran, hein. Vraiment incroyable, hein. Absolument. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer en Iran? Alors là, de tout. Tout, même l'inimaginable peut se produire. Ouais. Alors, Et je me souviens que lors de la dernière réunion qu'on a eue, le dernier débat, je disais non, je vois vraiment pas. ouais, c'était. Oui, donc je tiens à m'excuser, je me suis trompé dans mes pronostics. C'est tout le monde, hein, c'est tout le monde. Ben oui, ça me semblait illogique qu'il puisse prendre une telle décision, mais apparemment, il aime bien scier la branche sur laquelle il est assis. Oui, et puis apparemment, la logique, en fait, bon. Mais écoutez-moi ça. Les scénarios. J'en vois 4, peut-être 5. Le premier, une victoire rapide américaine et israélienne. La sphère militaire iranienne s'effondre, le répressif s'effondre, les Iraniens descendent dans la rue, mais ça, je ne le vois vraiment pas. Le deuxième scénario, c'est les États-Unis constatent leur échec et arrêtent les frais au bout de 2 ou 3 mois, laissant les Israéliens seuls face à l'Iran. Je ne le vois pas non plus à court terme. Je peux le voir à moyen terme. Troisième scénario, la reprise des négociations. De mon point de vue, ça n'est possible maintenant uniquement si les États-Unis font le premier pas et offrent un cadeau significatif aux Iraniens. Si leur mantra, c'est de dire nous sommes sympathiques, nous arrêtons de vous frapper, soyez déjà suffisamment contents de ça, et maintenant vous allez négocier, ça ne marchera jamais. Si par contre ils vont les voir et leur disent bon, on a montré le gros bâton, vous avez vu, vous avez compris. Bon, maintenant on fait tomber une partie des sanctions et maintenant on veut vraiment négocier, et puis tant pis pour les Israéliens, ils vont se retrouver tout seuls. Là, ça peut marcher. Et le quatrième scénario, c'est l'enlisement du conflit, ce qui à mon avis est le scénario de très loin le plus probable aujourd'hui. Chaque fois que les États-Unis ont amené ces dernières années, suite à des interventions militaires, ont essayé d'imposer de l'extérieur des leaders, ça n'a jamais marché. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Philippe? C'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire le quatrième ou le troisième? Quatrième, Le quatrième. comme d'habitude, Ouais. pour ne pas changer. Je Rien. suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait Comme le d'accord. Vietnam, comme l'Irak, comme voilà. Comme partout. Oui. Alors, pour vous, c'est le scénario catastrophe. Ça Oui. va être le scénario catastrophe. Je suis tout à fait d'accord. Et dans ce scénario catastrophe, je vois surtout un problème se poser, c'est que plus ça va durer, parce que si jamais je dois donner une image, dans ces interventions, Trump semble être quelqu'un qui court le 100 mètres et non pas le marathon. Donc, si jamais tu fais du 100 mètres et que tu cours à toute vitesse au début de la course, plus le temps passe, plus tu vas t'épuiser. Et c'est ce qui est en train de se présenter. On a vu que au Venezuela, ça s'est fait rapidement et tout le monde a dit, bon, ça va, c'est passé. On a protesté timidement, mais plus le temps passe avec cette affaire iranienne, plus les choses vont se compliquer pour lui, aussi bien sur le plan externe que sur le plan interne. Sur le plan interne, surtout. Alors, externe, Ben, oui. Oui, mais enfin, bon. externe, oui. Tant qu'il ne met pas des hommes, des hommes dans le coup, bon, ça peut quand même continuer. Avec sa dernière décision, je m'attends maintenant à tout de sa part. Il peut définitivement amener des soldats sur le sol iranien. Et là, ça va
aller à l'encontre de ses promesses, ça va aller à l'encontre des attentes de ses sympathisants, ça va aller à l'encontre de tout ce qu'il a présenté. Il était en train de se moquer des présidents américains avant lui qui ont négocié pour essayer de régler des problèmes à leur manière, mais lui, il allait régler America First. Ce n'est plus America First et on le lui fait sentir de plus en plus. Alors, j'avais vu, moi, un sondage, je crois que 67% des Américains sont contre la guerre. Donc, enfin, il y a les midterms qui arrivent, là. Il aimerait bien que ça se termine avant le midterm, mais le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Les gens commencent, même les gens de son parti, commencent maintenant à le regarder avec une certaine distance. Tu vois un personnage comme Madame Marjorie Greene, qui a été celle qui militait tout le temps pour M. Trump, en toutes circonstances, envers et contre tous, et de plus en plus en train d'avoir un discours qui met vraiment l'anathème sur le président Trump. Oui, et elle n'est pas la seule. C'est Carlson. Carlson. Ah ouais. Ils sont de plus en plus nombreux. Et plus le temps va passer, et comme il y a maintenant des morts dans le camp américain, plus les gens vont de plus en plus commencer à le rejeter. Ils commencent à en avoir marre de perdre des enfants à droite à gauche dans le monde et pas chez eux, quoi. Oui, surtout qu'il a promis qu'il n'y aurait rien de semblable. Oui, absolument. Ouais. Bonjour Marie, tu vas bien? Bonjour, ça va? Je suis désolée, je suis un peu en retard, mais avec tous les animaux à régler en ce moment, c'est la mauvaise heure parce que le poulailler, je ne peux pas le fermer avant que la nuit tombe. Ah oui. Tu vois? Et les jours allongent. Alors Comment? dis-moi. Et les jours allongent. Oui, les jours allongent, oui. Et dis-moi Maryse, alors toi, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire d'Iran? Oh, moi, je suis tellement énervée que je ne regarde même plus la télé, je regarde plus les YouTube parce que cet homme qui se prétendait un homme de paix va foutre la merde un peu partout. Tout ça pour les intérêts d'une poignée de gens. Je suis vraiment excédée de voir que finalement, je ne sais pas si tu connais le poème de Paul Fort, dans lequel il disait, dans sa dernière phrase, « Les hommes sont des fous et pour l'éternité ». Petit peu. Le prétexte qui est présenté, c'est qu'il faudrait aider la population qui est dans la misère et qui sont en train de souffrir, etc. Mais qui est-ce qui ont causé cette misère au départ? Ce sont les Américains avec les sanctions. Quand on regarde, il y a le Venezuela qui était sous sanctions, il y a l'Iran qui était sous sanctions, il y a la Corée du Nord qui était sous sanctions, mais on ne va pas attaquer la Corée du Nord, elle a la bombe atomique. La Russie, elle a la bombe atomique aussi, donc on ne va pas attaquer la bombe nucléaire, on ne va pas attaquer. Mais Cuba est parmi les prochaines cibles. Et ils l'ont dit. Marco Rubio serait le président de Cuba. Donc. Oui, ça, Cuba est la prochaine cible, c'est évident. Mais alors, est-ce que la Russie va laisser faire aussi? Mais c'est ça qui est. Là, on tombe quand même dans un truc un peu étrange. Moi, je trouve quand même que la Russie, là, n'a pas beaucoup bougé. Et moi, j'ai trouvé un truc. Dans les intérêts russes en cette guerre. Oui, mais enfin, c'est étrange hein, quand même. Ah, ça, c'est les intérêts russes. Ouais. Dans cette guerre au Proche-Orient et au Moyen-Orient, la Russie semble bien impuissante. Mardi, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a exhorté à la désescalade lors d'un échange téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi. Le Kremlin n'a rien pu faire pour empêcher l'administration américaine de Donald Trump d'engager les hostilités avec l'Iran. Pire, Vladimir Poutine s'est trouvé une fois de plus incapable de protéger ses alliés de la chute à l'image de Bachar al-Assad ou de l'enlèvement de Nicolás Maduro. Est-ce le signe d'un déclassement stratégique sur la scène mondiale? Élément de réponse avec Joris Zilberman.
Avec la guerre en Ukraine, difficile pour Vladimir Poutine de projeter son armée ailleurs dans le monde, d'où un certain affaiblissement, souligne Ulrich Bouna, chercheur chez Eurocreative. Diplomatiquement, la Russie pèse quand même moins qu'avant. Elle n'a pas été capable de convaincre en quelque sorte Donald Trump qu'il ne fallait pas attaquer ni la Syrie ni le Venezuela, alors que la Russie essaie toujours de donner cette impression d'être co-leader du monde avec les États-Unis. On voit bien que finalement les États-Unis ne tiennent pas vraiment compte de l'avis de la Russie pour mener ce genre d'opération. Mais il ne faut pas conclure à la catastrophe géopolitique pour la Russie. La disparition des dirigeants syriens ou iraniens ne l'a pas mise hors jeu, d'autant qu'elle n'a pas l'obligation de les aider. Ulrich Bouna. La Russie, avec ce genre de pays, et avec tous les pays de façon générale, n'a pas vraiment une relation d'alliance comme on peut l'entendre entre les pays de l'OTAN, etc. Lorsque la Corée du Nord ou l'Iran fournit de l'aide à la Russie, c'est parce qu'il y a des contreparties derrière. Les Nord-Coréens reçoivent du pétrole, les Iraniens reçoivent des technologies militaires, par exemple pour améliorer leur drone Shahed qu'ils envoient désormais sur le Moyen-Orient. Donc on voit que fait, ce sont des relations assez transactionnelles. Cependant, si le régime s'effondre en Iran, fini les transactions et Moscou risque une vraie défaite stratégique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Moscou a une vraie défaite stratégique ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Moi, je pense que cette guerre, ça arrange bien la Russie et Poutine, parce que d'une part, maintenant, les Américains vont garder leurs missiles et leurs armes, parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et puis le fait que le détroit d'Ormuz est bloqué pour les approvisionnements de pétrole, eux peuvent approvisionner. Et donc au niveau de l'Ukraine, ils vont se retrouver avec moins de missiles pour descendre les attaques russes pour défendre leur ville. Et donc ça, je sais pas, c'est Oui. Bon, il y en a qui me disent en Alaska, Trump et Poutine se sont rencontrés tout seuls, sans caméra ni rien, et ils se sont fait Yalta à eux deux. Et Alors, peut-être que c'était est-ce prévu que dans les c'est un plans. partage du monde? Est-ce que c'est un partage du monde? Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Alors, déjà, le reportage, je ne l'ai pas aimé. Je vais dire pourquoi je ne l'ai pas aimé. Je m'en Parce qu'il doute. est partial. Il est Je vraiment m'en partial. doute. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est vraiment partial. Je l'ai choisi pour ça. Et tu vois, on choisit les mots, la façon dont on présente, puissance affaiblie, etc. et tout et tout. Je sais que je vais passer encore pour un pro-russe ou que j'ai le numéro direct de M. Poutine ou quelque chose dans le genre. Non. Mais je voulais seulement souligner certaines choses. La première des choses, une partie des informations que les Iraniens utilisent pour cibler leur point d'impact sont partagés par les Russes et les Chinois. Donc, on ne peut pas dire que les Russes ne font rien. Ils font quelque chose, mais ils le font en douce, un peu comme les Américains le font avec l'Ukraine. Oui, c'est Ils vrai. partagent les informations et donc, il y a cette partie-là. La Russie a dit l'Iran ne nous a pas demandé notre assistance. S'il demandait, on pourrait intervenir. C'est tout à fait possible. Bon, c'est une raison qu'ils avancent. Une autre chose dans ce reportage que je n'ai pas aimé, c'est le fait que ils disent que la Russie n'a pas su protéger ses alliés. Mais on vient de parler justement des Américains qui n'ont pas protégé ses alliés, avec les pays du Moyen-Orient qui sont en train de se plaindre de ce qu'il n'y a pas eu une couverture. Donc, ça semble être acceptable dans un camp, mais pas dans l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Mais puis, de l'autre côté, je suis d'accord avec Philippe, ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, c'est quelque chose qui joue en faveur de la Russie. Du point de vue économique, bon, on n'a qu'à regarder les stations d'essence. Les prix du carburant ont commencé à monter en flèche. Ah, au Canada aussi? Ah oui. Et le gasoil a coûté chez moi 2 euros. Oui. Moi, je me souviens, généralement chez nous, le soir, jusque vers 23 heures, etc., le carburant a tendance à descendre. Donc, si jamais on veut faire le plein, c'est vers 23 heures, 22h30, 23 heures qu'on y va.
Donc, par exemple, la semaine dernière, en pleine journée, disons vers 18 heures, le carburant, il peut être à 1,37 $, etc. Il était à 1,37 $. Puis le soir, tu pouvais l'avoir à 1,06 $ ou quelque chose dans le genre. Donc, il y avait une baisse qui était caractérisée. Par contre, hier soir, j'ai regardé, le soir, vers 23 heures, il était à 1,33 $ et ce matin, je l'ai vu à 1,49 $. Ouais. Donc, le prix du carburant monte, il monte partout. Ça fait l'affaire de la Russie puisqu'ils sont obligés, ils peuvent vendre du pétrole et avec ce qui se passe au détroit d'Ormuz, ça ne peut que arranger leur situation, sans compter, je crois que c'est le Qatar ou le Koweït qui fournissait Le du gaz, gaz. le Qatar. Le Qatar. Oui. Le Qatar qui a décidé de ne plus fournir. Donc, le besoin énergétique va être encore plus en demande et donc, ça va faire des revenus pour la Russie. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a aussi par extension le fait que les États-Unis fournira des armes aux Israéliens. Et les armes fournies aux Israéliens n'iront certainement pas en Ukraine. Or, l'Ukraine a besoin des armes, en plus déjà du problème de démographie qu'il a. Donc, pour la Russie, c'est une situation qui se présente bien. Et il regarde les autres se battre. Comme dit le proverbe, quand deux personnes se battent, c'est le troisième larron qui tire le marron du feu. Donc, la Russie joue ce rôle-là. Et il y a la Chine. Et il y a la Chine. La Chine Absolument. a des problèmes d'approvisionnement d'énergie Oui, que la Russie peut fournir. absolument. Oui, et puis d'autre part, il y a autre chose également. On parlait de pétrole, mais il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de pétrole, c'est Zelensky en ce moment. Parce que pour faire son électricité, il lui faut du pétrole. Mhm. Et, Hein? Donc, c'est tout bénef pour la Russie. Donc, si jamais ils intervenaient que le conflit en Iran a s'arrêté rapidement, ça voudra dire que on pourra se reporter à nouveau sur l'Ukraine et s'intéresser à l'Ukraine. Tant que les choses se passent, sont encore chaudes de ce côté-là, bah, c'est à peine si jamais on parle encore de l'Ukraine. On voit Zelensky se débattre comme un beau diable dans la boîte, essayant d'attirer l'attention. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et je peux comprendre, il voit ce qui se passe dans son pays. Chaque jour, la Russie est en train de gagner du terrain, même si jamais au niveau de la presse, on dit des choses. Mais chaque jour, la Russie est en train de gagner du terrain. Chaque jour, des situations sont en train de se dégrader pour les Ukrainiens, sans compter que Orban qui a mis son veto, les choses ne se présentent pas bien. Et avec ce qui se passe en Iran, tout le monde regarde en Iran et c'est à peine si on voit encore l'Ukraine. C'est vrai que Zelensky, là, il s'énerve. Hein. Il a menacé, mais il a vraiment menacé Orban. Ben oui, Je lui a dit, attends, je vais donner ton... il a dit, texto, je oui. vais donner ton adresse à mes militaires pour qu'ils te sachent. Et il faut maintenant regarder aussi un autre aspect par rapport justement à cette menace-là. C'est un pays non membre de l'Union européenne qui menace un membre de l'OTAN. Hmm. Donc, vous voulez la mener à l'Union européenne, vous voulez la mener à l'OTAN, quelqu'un qui est en train de vous menacer. Déjà, qu'ils vous ont joué un sale tour, si c'est vrai, avec l'affaire du gazoduc. Oui, oui. Mais là, maintenant, il menace encore un des vôtres. Alors, j'ai vu tout à l'heure, là, il n'y a même pas une demi-heure, j'ai vu que Madame van der Leyen avait engueulé Zelensky. Ah oui. Alors là, c'est catastrophe, parce que si Madame van der Leyen engueule Monsieur Zelensky, c'est même c'est pas... du jamais vu, ça. Ouh. Marie, qu'est-ce que Je tu penses? pense que à force de vouloir attirer l'attention sur lui, il essaye de frapper à toutes les portes et il veut parler à son bon ami Emmanuel Macron et il va bousculer Madame van der Leyen et Madame van der Leyen a les mains liées, elle peut rien faire
Et bon, il manifeste sa colère. Je peux comprendre. Maryse, dis-moi un peu, alors, cette histoire d'Iran, le pétrole, Oui. et pour nous, Non, Français, on va... je voudrais réagir là sur ce que vous disiez sur l'affaiblissement La Russie. prétendu de la Russie. Euh, Ce n'est pas l'expression que j'emploierais. Euh, la question que je me pose, en fait, c'est que la Russie est embourbée là dans sa guerre avec l'Ukraine. Euh, je pense que sa situation est quand même assez délicate vis-à-vis de l'Iran, qui fait partie des BRICS. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que le fait de ne pas intervenir, de ne rien dire, n'est pas une des raisons? Parce que, bon, Oui, mais par rapport aux BRICS, c'est quand même, par rapport aux BRICS, la non, parce qu'ils disent rien, en fait, ils ne disent rien. Il y a vraiment ces motus et bout de cousu. Il y a la tout à question qui a été fait. posée à Là, Lavrov. là, tu as raison, Marie, c'est que là, par rapport aux autres pays des BRICS, il y a un vrai problème. Enfin, moi, je le pense. Alors, la question a été posée à Lavrov cette semaine, et il a répondu qu'en fait, que les BRICS, c'était une alliance économique, et Ouais. non une alliance avec des accords militaires. Oui, C'était mais purement et simplement économique, et à ce moment, avec de ce fait-là, il n'y a pas de défense mutuelle comme peut l'être avec l'OTAN. Voilà. Mais je pense, moi, que la Russie a dû suffisamment armer l'Iran et qu'ils savent qu'ils peuvent tenir longtemps. peut-être, oui. C'est ce que je pense. Et les Chinois aussi. Parce que les deux sont partenaires de l'Iran. Mais je crois que quand même, au moins une riposte diplomatique aurait été euh, enfin, bienvenue, Ils non? ont condamné. Oui, enfin, si Ah, peu. c'est une réponse diplomatique. Ils sont condamnés. Oui, oui, Ils oui. ont condamné la chose. Mais tu sais, Philippe, moi, il y a une chose que je suis en train de me dire. Là, on a l'impression que la Chine ou la Russie ou les autres membres des BRICS ne font rien. Mais peut-être que ce n'est pas aussi vrai que ça. Encore une fois, je reviens sur la précision de frappe des Iraniens. Ce n'est pas dû au hasard. Et ça, je pense que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Je ne pense pas que si la Russie intervenait de manière détournée, qu'il viendrait fanfaronner sur la place du marché. Écoutez, je suis là, je suis en train de faire des choses pour l'Iran. Je pense qu'il y a cette image qu'ils veulent donner. Non, nous, on est là. Si jamais ils demandent notre aide, on va l'aider, mais dans le secret, dans les coulisses, je suis pratiquement sûr que la Russie, la Chine sont partie prenante. Ouais, ils font la même chose avec, que l'Ukraine avec l'Occident. Exactement. Il y a les satellites là-haut qui renseignent bien. Et oui, Et les services d'espionnage. tout à fait. Mais vous pensez, non, je reviens là-dessus quand même, vous pensez que par rapport à l'Afrique, par rapport à des pays qui justement se disaient, bon, la Russie peut nous protéger, il y a problème? Non. Personnellement, je ne pense pas qu'il y a un problème. Je vais Moi, donner mon j'ai eu point la de même vue réflexion pour la Syrie, hein. Mhm. Je ne pense pas qu'il y aurait un problème. Bon, pour la Syrie, la Russie a toujours gardé sa base en Syrie. La Oui. base est toujours. Oui, mais Oui, ils n'ont rien dit quand Assad s'est tiré, hein. non, mais où est Assad et sa Oui, famille? d'accord, mais enfin, Ils ont donné le billet je ne d'avion. voudrais pas être à sa place, moi. Non, et les choses, quel avenir Assad avait en Syrie? Il n'y avait pas vraiment un gros avenir avec tout ce qui est en train d'arriver. Donc, c'était sage pour lui de se retirer. Il s'est retiré. Il est maintenant en train de suivre les choses de loin. Et en Syrie, les choses ne sont pas aussi aisées que ça, sans compter que
ceux qui étaient les ennemis d'hier sont devenus aujourd'hui fréquentables. On voit la France recevoir le leader de la Syrie, on voit les États-Unis recevoir cette même personne qui était listée parmi les terroristes recherchés. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment perdu par rapport à la Russie. Ce dont ils avaient besoin en Syrie, je pense qu'ils l'ont encore. Par rapport à l'Afrique, c'est exactement la même chose. Je pense que si en Afrique, il y a des pays qui demandent une assistance militaire, la Russie fournira cette assistance militaire, mais dans l'immédiat, il y a quelque chose que les gens devraient comprendre. Il ne faudrait pas que l'Afrique se défasse des anciens colonisateurs pour se mettre des nouveaux colonisateurs sur le dos. Donc, il faudrait que la Russie va fournir peut-être des expertises en militaire, dans le domaine scientifique, etc., et tout, mais les Africains devraient se prendre en charge, ils devraient eux-mêmes assurer leur avenir. Donc, je pense, et c'est d'ailleurs comme ça que les Russes et les Chinois se présentent, comme des partenaires qui vous aident à avancer dans votre destin. Vous êtes maître de votre destin, ce qui n'a pas été la présentation que l'Occident a eue vis-à-vis de l'Afrique. Maryse? Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Michel. C'est évident, oui. Alors, on est tous d'accord, la Russie, enfin on est tous d'accord, sauf moi, la Russie a gagné dans cette histoire. Pas gagné dans l'histoire. Moi, je crois pas. Moi. Enfin, bon. Elle profite. L'Ukraine a aidé la Syrie à renverser le régime, puisqu'ils ont fourni des armes et du matériel, ce que j'ai compris. Oui. Et là maintenant, c'est l'inverse avec l'Iran. Voilà. Mais je pense que la Russie retire son épingle du jeu avec ça. Alors, Alors, pourquoi juste, avoir attaqué l'Iran? Pourquoi les États-Unis ont attaqué l'Iran? Est-ce que les États-Unis se sont dit on va déglinguer un des partenaires des BRICS comme on a déglingué le Venezuela? Ou alors, est-ce que c'était simplement pour aider les Israéliens? Apparemment, c'est les Philippe, Israéliens. avant de poser cette question, permets-moi de jouer ton rôle, de poser la question. Pourquoi, à ton avis, tu as l'impression que la Russie n'a rien gagné, qu'elle a perdu peut-être? Non, je ne dis pas que la Russie, mais je pense que la Russie a perdu, en effet, a perdu Pourquoi? un certain aura auprès des gens qui se disaient, bon, si on touche à l'Iran, ils vont taper sur la table. Ils vont taper sur la table en disant, arrêtez, on arrête. C'est ce que faisait encore il n'y a pas très longtemps l'Union soviétique. Ils disaient, hop, on arrête. Là, on fige. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Pour Non? qu'on dise qu'ils ils sont en train de violer le droit international? Ah ben ils sont en train de... Oui, tu veux dire les Russes? Non. Oui. Non, je ne te parle pas de ça. Je veux dire, on arrête là, plus de bêtises, monsieur Oui, Trump. mais ils le font dans le cadre légal qui est le Conseil de sécurité. Oui, oui, mais doucement, doucement. Non, ils le font. Écoute, les États-Unis ont pris la décision de se passer de tout aval de l'ONU, qui est jusqu'à ce jour, non, attends, jusqu'à ce jour, c'est la seule institution qui a la légitimité d'occasionner l'attaque d'un autre pays. Il faut avoir le mandat de l'ONU. Mandat que Trump n'a pas eu, ni pour le Venezuela, ni pour l'Iran, ni pour nulle part ailleurs. Trump est en train d'appliquer la politique de la loi du plus fort. Et les gens voient que cet homme est en train d'aller dans cette direction. Et on voit très bien que pour le président Trump, l'ONU, ça ne vaut rien. Il a commencé par petit à petit dépouiller l'ONU de tous les autres instruments qu'ils avaient, des services en annexe. Ils se sont, je crois, retirés de l'UNESCO, ils se sont retirés de plusieurs programmes de l'ONU Oui, pour... ne finance plus, ne finance plus. C'est ça.
pour retirer la force de l'ONU, de manière à ce que lui vienne proposer son conseil de paix, parce que pour lui, le monde doit être dirigé selon sa moralité à lui. C'est lui qui doit estimer que quelque chose est moral en fonction de ce que lui trouve que ça peut aller ou ça peut ne pas aller. Or, sa moralité n'a aucune légitimité. Si jamais on veut faire les choses, aussi imparfaite que soit l'ONU aujourd'hui, la procédure se dépasser par les voies qui sont des voies légales, des voies légitimes, ce qui n'est pas le cas avec les États-Unis. En tout cas, c'est mon point de vue. Mmh. Alors, C'est le mien aussi, hein. Mais depuis quand est-ce que les États-Unis demandent l'avis des autres pour intervenir? non mais d'accord, mais moi je pensais que dans le cas de l'Iran, on pouvait rentrer à nouveau dans un cas comme nous avions vécu en 62 au moment de Cuba, tu vois. Le monde n'est Dire, plus en 62. attention, là, on arrête tout, on replie tout le monde. Moi, je crois que Le monde ne fonctionne plus comme en 62. Il y a l'équilibre qui existait en 62, ce n'est plus l'équilibre qu'il y a aujourd'hui. il Et y a, encore, il y a toujours l'équilibre de la terreur, Michel. oui, mais cet équilibre de la terreur, premièrement, est illégal et deuxièmement, si jamais elle finit par devenir quelque chose de maintenu, ben, tout le monde va commencer maintenant à appliquer le régime de la terreur. Hmm. Et là, le monde va s'embraser rapidement. Philippe, Oui, non? c'est ce que je pense aussi, comme Michel. Voilà. C'est c'est bien particulier, mais moi je pense que la Russie ne dit rien tout simplement parce que ça lui sert. Alors, vous croyez tous les C'est deux, son intérêt. Ça reste comme ça, que ça continue encore un peu. vous croyez tous les deux que Trump et Poutine se sont arrangés en Alaska et que finalement, ils ont partagé C'est le bizarre. monde comme ça, Des choses l'Iran, c'est bizarres. à Oui. toi, etc., etc. C'est ça, c'est ce que vous pensez. Bah, qu'il y a eu quelque chose, je pense. Il y a eu quelque chose qu'on ne saura pas, pas maintenant en tous les cas, Oui, bien sûr. mais qu'on constate aujourd'hui que c'est bizarre que l'Iran ait été attaqué, que les États-Unis sont engagés là-dedans, et que ben, ça sert pas d'intérêt de Zelensky. Hmm. Et que le détroit d'Ormuz soit bloqué par l'Iran, que les Chinois ne peuvent plus être approvisionnés en pétrole et qu'il n'y a plus que la Russie pour les servir. Parce que la Chine, ils avaient le Venezuela et l'Iran. Hmm. C'est vrai. Donc les intérêts financiers de la Russie ils y gagnent là. Ils sont préservés, si je puis dire. Ils vont augmenter. Hmm. Je Michel? m'excuse d'avoir interrompu ta question, hein, Oui. parce que je voulais vraiment qu'on clarifie ce point-là. Sur ta position où tu as l'impression que la Russie a perdu. J'étais curieux de savoir ce qui te motivait à dire cela. Bon, alors, on va passer à, eh bien, la Chine. Allons-y. Non, en fait, je pense que dire Alors que ça, c'est pour Hormuz. Est-ce que la Chine en pâtit du blocage d'Hormuz? la Chine sera l'économie la plus exposée à une crise au Moyen-Orient est une simplification. Par exemple, par rapport à la Chine, le Japon est encore plus exposé parce que la quasi-totalité de son énergie dépend justement de l'importation justement du Moyen-Orient. Et la Chine a déjà, depuis plusieurs années, diversifié ses sources d'approvisionnement vers la Russie, vers l'Asie centrale ou encore l'Afrique, et a également renforcé ses réserves stratégiques. Et de l'autre côté, il faut rappeler aussi l'initiative La Ceinture et la Route, développée avec de nombreux pays partenaires depuis plus de 12 ans pour sécuriser les routes énergétiques et aussi les chaînes d'approvisionnement terrestres et maritimes. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre russe a indiqué le 3 mai que Moscou était prêt à augmenter ses livraisons de pétrole vers la Chine pour répondre à sa demande si besoin. Et de l'autre côté, tant la situation le détroit d'Ormuz, selon plusieurs sources d'information, certains navires continuent de passer, notamment des navires chinois et iraniens. Et en même temps, la Chine maintient aussi un dialogue avec Téhéran pour assurer les couloirs de sécurité. Donc je pense que l'impact en Chine, en termes énergétiques,
est moins important que ce que l'on pense. Et comment le marché financier chinois a-t-il réagi? Eh bien, là, je peux vous montrer ce qui s'est passé ce matin. Regardez cet écran, c'est sur mon portable. En Chine, rouge, ça veut dire croissance, et vert, ça veut dire la décroissance. Donc, c'est le contraire que la France. Mais en fait, vous pouvez voir que depuis ce matin, il y a une forte augmentation, justement, tout le contraire des marchés européens et des marchés américains. Ici, on est au milieu, hein, on est en Chine, avec cette croissance. Donc, bien sûr, il y a un impact, mais en fait, la correction a été très limitée et la reprise a été beaucoup plus vite. Par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, par rapport à Dow Jones et Nasdaq qui étaient en chute, eh bien, la bourse chinoise a fortement progressé ce matin, surtout l'indice Hang Seng, qui est le principal indice de la bourse de Hong Kong, a progressé de 1,7%. Et de l'autre côté, il faut également remarquer que aujourd'hui, les secteurs qui ont bénéficié le plus de croissance sont les secteurs de nouvelle énergie, surtout les véhicules électriques, les batteries lithium et les produits photovoltaïques. Donc, ce sont en lien avec l'énergie solaire. Donc, les Chinois, finalement, s'en tirent pas mal. Ça avait l'air d'une bonne propagande, la dame, là. Oui, en fait, c'est la Inverser le représentante. vert et le rouge pour dire le rouge c'est positif et le vert c'est négatif. Mais la pire propagande, c'est celle de CNews. Vous avez lu le titre sur le bandeau? La paralysie du détroit d'Ormuz inquiète la Chine. Donc, on est encore une fois, la presse française essaie de formater les gens à voir les choses d'une certaine manière. On vous dit déjà que la Chine est inquiète. Donc là, dès le moment où vous apprenez que la Chine est inquiète, vous dites, ah, ça va mal se passer, etc. Mais les Chinois vous disent que, bon, on a diversifié nos sources. Bien sûr, on va être affecté d'une manière ou d'une autre, mais pas plus que certains pays comme le Japon, par exemple, pas plus que l'Europe, qui maintenant va avoir des problèmes avec le pétrole, l'énergie. Ça va être la catastrophe en Europe. On voit déjà les signes qui viennent déjà annoncer cela. Donc, encore une fois, l'information est présentée d'une façon qui ne reflète pas la vérité pour formater les gens à penser d'une certaine manière. Il y a une information qui est passée aussi de dire que les produits comme Temu, comme Chine, comme ça, allaient avoir des problèmes pour venir en Europe. Ça allait être beaucoup, beaucoup plus long et plus compliqué. Donc je pense que ce bandeau qui disait que le détroit d'Ormuz est bloqué, c'est par rapport à ça pour que les gens achètent moins en Chine et achètent plus en France. Oui, non, c'est vrai. En fait, en plus, Philippe, je te signale que tous ces produits-là, ils arrivent par train. Ah bon. La route de la soie. Non, mais c'est vrai, en plus, ils arrivent par train. Mais alors, moi, je me suis arrêté à une déclaration de Vladimir Poutine. Je trouvais ça assez intéressant. C'est sur l'arrivage ou pas de produits pétroliers et gaziers vers l'Europe. Все равно они, как сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе жиженного. А через год, в 2027 году, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться. И здесь тоже нет, хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют, или через 2, так мне лучше самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами, и там закрепляться. Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос. Pas une décision, mais enfin bon, on y pense. On pense finalement à arrêter tout le flux complet.
Au moment où justement l'Europe commence à se dire oh, où va-t-on trouver du gaz et du pétrole? Peut-on se retourner vers cette Russie qui finalement est pas si mal que ça? Et là, c'est quand même étonnant. Il doit s'amuser là. Mais il a raison de s'amuser. Ah, bien sûr, absolument. Je vais demander une étude pour voir si c'est possible. Je parle comme ça, voix haute. On n'en sait rien, c'est pas vraiment politique. Ah non, pas politique. Hein. C'est ça la subtilité de son langage. C'est ça la subtilité de son langage. Il vous dit des choses sans avoir l'air de le dire. Et ça, c'est ce qui fait la classe des certains hommes politiques qui ont l'art de dire certaines choses sans nécessairement le dire comme ça de façon ouverte. Chose qui, par exemple, excusez-moi de toujours m'en prendre aux Français, chose que votre ministre des Affaires étrangères n'a pas du tout, ni le président non plus. Je suis désolé. Non, mais ça ne dérange pas parce que... Vas-y, on t'écoute. Pourquoi non, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je n'ai pas entendu, Philippe, qu'est-ce que tu as dit? On pense à la même chose en France, donc voilà. Oui. Ben oui. Ouais. Donc, si je comprends bien, la Russie va nous couper les vivres. Il serait en droit. Vous lui avez coupé ses sources d'approvisionnement, vous l'avez bombardé des sanctions, etc. S'il décide, tu sais, ils ne sont pas les Shadok, hein, pour ceux qui connaissent la référence, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Ils ne sont pas les Shadok. Les Shadok faisaient toujours ce qui était compliqué au lieu de faire le simple. Ils ne sont pas les Shadok, donc il va faire ce qui est plus simple. Si jamais il a moins de stress, moins de soucis à faire son commerce avec d'autres, sans nécessairement qu'il soit tout le temps menacé des sanctions. Vous allez voir, on va mettre votre économie par terre, par des mesures qui sont tellement implacables et tout. Ben, il a le droit de regarder ailleurs. Tant pis, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si jamais vous ne voulez pas de son offre à lui, ben, il va aller offrir ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il avait investi dans Nord Stream. Ben, quand on fait des affaires, il faut savoir accepter des pertes. Ça ne peut pas toujours réussir. Il est réussi dans d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Je pense que Poutine a entièrement raison. Je me demande même pourquoi il attend aussi longtemps avant de faire ce qu'il dit. Parce que tous les pays sont demandeurs de gaz, donc il sait très bien qu'il va pouvoir vendre tout cela ailleurs. Oui, enfin, en partie. Je pense qu'il peut quand même diversifier et puis avoir une couverture plus grande, puisque ses ressources sont absolument énormes. Donc, voilà. Oui, mais bon, à partir du moment où l'Europe l'emmerde, bon, c'est un juste retour des choses. Oui, je pense que malgré ce qu'il dit, je pense que c'est très politique. Oui. Je réfléchis à voix haute, comme ça. Il faut y réfléchir. C'est ça. Alors, oui, mauvaise nouvelle pour M. Trump. Mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Il va sûrement devoir rembourser les milliards de dollars de droits de douane perçus ces derniers mois. Jugés illégaux par la Cour suprême, les droits de douane imposés par le président américain risquent de lui coûter très cher. Un juge de la Cour du commerce international des États-Unis, à Manhattan, a ordonné mercredi à l'administration fédérale de lancer le processus de remboursement. Une décision qui pourrait concerner plus de 130 à 175 milliards de dollars payés par des importateurs. Dans son ordonnance, le juge précise que les remboursements devront même être accompagnés
d'intérêts. Aux États-Unis, les importateurs versent en fait un montant estimé lors de l'entrée de leurs produits, lequel est ensuite confirmé environ 314 jours plus tard lors d'un processus appelé liquidation. Le magistrat a estimé que les douanes américaines disposaient déjà des moyens nécessaires pour effectuer ces remboursements. Elles liquideraient les inscriptions pour effectuer les remboursements. Au total, plus de 300 000 importateurs ont payé ces droits de douane, dont une grande majorité de petites et moyennes entreprises. Beaucoup espèrent que les autorités mettront en place un dispositif simple pour récupérer les sommes versées. Certains importateurs craignent en effet de devoir renoncer à un remboursement si la procédure impliquait une action en justice ou des démarches administratives. Ça, c'est Les incroyable. petits viticulteurs de mon secteur, ils vont être contents si c'est vrai. Ah ouais, oui. Tu te rends compte le pognon qui va devoir rembourser. Il y a tout qui s'effondre autour de lui. Qu'est-ce qu'on en dit au Canada, Michel? Ben, au Canada, on s'en réjouit parce que on fait partie des victimes de ces sanctions. Oui. Et encore, quand on parle de Trump, il faut voir que ce n'est pas lui en tant qu'individu, c'est le pays. Et cet argent, il va le prendre où? Il va le prendre sur ce qui devrait être alloué à sa propre population. Bien sûr. Pour le moment, M. Trump se croit être Dieu. Il est au-dessus des lois, il est au-dessus de toutes choses. Je ne serais pas surpris qu'il sorte quelque chose, un tour de passe-passe pour faire annuler ce décret du juge et faire justifier les choses. Parce que s'il faut rembourser cette somme-là, il ne pourra plus dire comme il disait, we're going to make a lot of money. We're going to be very fine. Oui, mais je crois qu'il y a des contre-mesures de toutes les manières. Je crois qu'il va appliquer autre chose également, comme taxe. Je crois il a déjà sorti ça de son escarpe. Mais bon, de toute façon, il va falloir qu'il paye les intérêts aussi. S'il le payera. Eh oui. Et en plus, il va falloir payer, bien sûr, toute la machine de guerre qu'il a envoyée en Israël et sur l'Iran. C'est du pognon quand même, hein. C'est énorme. Oui, et c'est justement pour ça que moi, j'étais convaincu en regardant les choses, que j'étais convaincu la semaine dernière qu'il n'allait pas attaquer l'Iran parce que ça allait jouer contre ses propres intérêts. Mais bon, comme il a trouvé que c'était intelligent pour lui d'attaquer l'Iran avec tout ce qu'il y a comme conséquence, mais là, les choses vont commencer à se suivre, les problèmes vont commencer à se suivre les uns après les autres parce que ça va avoir un effet domino. Là, on parle de tarifs douaniers, il y aura la population qui va se plaindre de ce qu'il y a des citoyens américains qui vont mourir, pas pour les États-Unis, même si jamais aux États-Unis on les présente comme des héros, mais ils n'ont rien à voir là-bas, ils n'ont rien à faire là-bas, mais on va les présenter comme tels. Et de plus en plus qu'il y aura des décès, de plus en plus qu'il y aura des dégâts, et si demain un des porte-avions est touché ou quelque chose dans le genre, ça va être le rejet sur le plan interne. Donc, il aura beau essayer de se raccrocher aux branches, je pense que par ce mouvement-là, il s'est suicidé politiquement. Oui, je crois qu'également. Mais alors, Poutine n'a pas du tout intérêt à continuer à jouer avec Trump à ce niveau-là. Poutine est en train de faire des choses de son côté. Il a ses propres... Il travaille avec Trump si jamais Trump travaille avec lui. Mais si Trump décide de faire les choses à sa manière, il va le laisser se couler. Ah bah, de toute façon, il va couler, Trump, là. En tout cas, ça se présente comme tel. Ça ne peut que se présenter comme ça. Ou alors, à moins que dans 3-4 jours, eh ben, l'Iran soit pacifié. Plus le temps passera, moins bien ça sera pour lui. Comme j'ai donné un peu l'image au début en disant que lui, c'est un sprinter de 100 mètres, et si l'histoire de l'Iran
se transforme en marathon, il va s'essouffler rapidement. Il a fait son sprint avec le Venezuela en 2-3 mouvements, tout était réglé. Mais avec l'Iran, ça semble un peu plus difficile. C'est pour ça que je disais la fois passée que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Oui, évidemment. Évidemment. Bien. Eh bien, nous allons partir au Congo. Ce qui est nouveau ici, c'est la sanction contre l'armée rwandaise en tant qu'entité, pour plusieurs raisons. Cela veut dire que des entreprises qui sont possédées à plus de 50% par l'armée rwandaise pourraient être sanctionnées par les autorités américaines. Or, selon plusieurs chercheurs, eh bien, le ministère rwandais de la Défense et par extension l'armée rwandaise ont un rôle central dans l'économie rwandaise. Ils sont propriétaires de plusieurs entreprises, notamment minières. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que ces sanctions américaines s'appliqueront à ces sociétés? En tout cas, il semblerait qu'avec ces nouvelles sanctions, les États-Unis visent le patrimoine économique de l'armée rwandaise. Selon un économiste avec qui j'ai discuté, une simple transaction en dollars suffit à faire tomber une entreprise étrangère sous le coup du droit américain. Aujourd'hui, par exemple, le système financier mondial est très fortement dollarisé. Difficile pour des sociétés ou des banques de faire une transaction en évitant le dollar. Or, cette hégémonie du dollar américain sur les échanges commerciaux internationaux donne aux États-Unis la possibilité d'appliquer des sanctions juridiques, économiques sur des acteurs étrangers qui utilisent le dollar. Imaginez une transaction entre une société d'armement turque qui veut vendre du matériel au Rwanda. La transaction se fait en dollars. Et bien, la justice américaine pourrait engager des poursuites judiciaires contre cette banque qui a sanctionné la transaction entre la société turque et le Rwanda au motif qu'elle a utilisé des dollars. Ce qui pourrait non pas empêcher, mais compliquer l'acquisition du matériel militaire par le Rwanda. Donc pour répondre à votre question, eh bien, pour de nombreux chercheurs, avec ces sanctions, Washington accroît considérablement la pression sur Kigali. Est-ce que cela va suffire pour forcer Kigali à couper son soutien au groupe armé du M23? Eh bien, on verra. Ouais, alors la question est de savoir si le Rwanda va rejoindre les BRICS pour commercer en autre chose qu'en dollars. Non, je plaisante. Michel, alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ce qui est nouveau, parce que généralement, chaque fois qu'il y avait des sanctions, ça concernait parfois des individus. Et même dans cette dernière sanction, il y a 4 hauts gradés rwandais et du M23 qui sont affectés par cela. Mais la nouveauté, c'est que là, pour la première fois, l'armée rwandaise est sanctionnée. Et comme l'a si bien dit la dame dans le reportage, cette sanction de l'armée rwandaise amène quelque chose de nouveau sur ce qui se passait dans l'histoire des négociations. Parce que l'armée rwandaise, maintenant, aura du mal à renouveler son matériel. Il aura du mal à se faire payer les services parce que le Rwanda fournit le service des casques bleus en Afrique, Mozambique par exemple, où il est en train de sécuriser le pétrole français, etc. et tout. Ils se font payer en dollars. Et comme l'a dit, on l'a démontré dans le reportage, si jamais il y a une transaction qui se passe de ce côté-là, il pourrait y avoir des conséquences. Je crois qu'en France, vous avez vécu quelque chose de semblable. Je crois la Banque Paribas, c'était ça? Oui. Qui avait été sanctionnée par les Américains. Par les États-Unis, oui. Exactement. Donc, c'est un scénario qui pourrait exister. Je dis pourrait parce que j'ai tellement espéré avec tout ce qu'il y avait que par la suite, j'ai été déçu que je suis devenu un vrai Saint Thomas. Il faut vraiment que je puisse toucher pour croire. Tant que je n'ai pas touché, je ne crois pas du tout. Il y a des mesures qui sont mises en place. Est-ce qu'ils vont vraiment poursuivre les banques? Est-ce qu'ils vont vraiment appliquer les sanctions? Parce qu'il y a une différence entre déclarer quelque chose et appliquer la chose. Parce que la déclaration, c'est une bonne chose, ça donne un certain message, mais est-ce qu'ils vont l'appliquer? Parce que s'ils l'appliquent, oui, définitivement,
il y aura des conséquences sur le terrain. Des quelques contacts que j'ai du côté de la partie occupée, on m'a appris qu'il y avait déjà une petite partie des troupes rwandaises qui sont en RDC qui ont quitté le territoire. Je n'ai pas la proportion exacte, je n'ai pas l'information de la quantité exacte, mais le nombre des soldats rwandais en RDC a diminué légèrement, suite justement à ces genres de situations. Est-ce que ça va évoluer? Je le souhaite. Comme je l'ai toujours dit par le passé, je fais toujours référence à ce qui s'est passé en 2012, où le président Obama a appelé le président Kagame pour lui dire « tu arrêtes ton support du M23 ». Et dès que le Rwanda a retiré son support au M23, le M23 s'était effondré. On parlait plus de cela. Donc, si jamais il y a une répétition de ce scénario-là, où les sanctions sont vraiment appliquées, alors oui, la situation peut changer et ça pourrait être une bonne nouvelle. Enfin, quoi qu'il en soit, le M23 est toujours là. Oui, mais le M23, c'est juste... tu vois, je vais donner une image. Les enfants vont regarder le théâtre de Guignol. On voit Guignol qui est en train de bouger, les enfants, hey, il est là, etc. Mais Guignol n'est juste en train d'agir et de réagir parce qu'il y a quelqu'un qui le tient et qui le manipule. Et c'est exactement la même chose. Si ceux qui tiennent le M23 retirent leur support, le M23 reste un mannequin sans animation. Et sans animation, il va s'effondrer, comme c'était déjà arrivé en 2012. Et en 2013, par exemple, la guerre n'était plus là, les territoires étaient libres, etc., etc. Le M23 s'était effondré, les soldats s'étaient réfugiés en partie en Ouganda et en partie au Rwanda. Et du M23, on n'en parlait plus. C'était une question qui était réglée. Les quelques personnes, parce il a quand même fallu avoir des accords, on a pris quelques personnes qu'on a intégrées dans l'armée, et ce sont ces mêmes personnes qu'on avait intégrées dans l'armée qui ont été à l'origine justement de la reprise. Donc, je pense que cette fois-ci, à moins vraiment qu'on fasse la bêtise de reprendre servilement les choses, je crois que cette fois-ci, il ne faut pas répéter l'expérience. Okay. Bon, donc c'est une bonne nouvelle. Ça semble être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. Je l'espère. Je croise les doigts. Croisons les doigts. Parce que c'est un coin qui est déjà depuis plus de 30 ans qui est en train de souffrir. Il y a les viols, jusqu'aujourd'hui, les viols continuent, les enfants sont enrôlés de force, mis dans des mines pour exploiter le coltan et les autres minéraux qui servent justement de support au M23 et par extension au Rwanda. Par exemple, la mine de Rubaya qui qui fournit 30% du coltan mondial. Et on parle de cela à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des exploitations clandestines, mais qui fournissent 30% du coltan mondial. Alors, si jamais le support part, bon, les Américains vont pouvoir prendre le contrôle parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, le Congo a listé Rubaya, là où se trouvent les mines du coltan, sur les parties que les Américains pouvaient exploiter dans le cadre des échanges économiques entre la RDC et les États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette attaque de drone qui avait fait tuer le porte-parole du M23 et autres. Je crois que les Américains ils disent, bon, on nous a promis cela, on va le prendre officiellement. Et pour cela, il faudrait se débarrasser du M23. Et on le fait militairement,
mais on va aussi le faire au niveau des sanctions. Alors moi j'ai vu, c'était hier je crois, que l'homme qui va commander l'ONU au Congo est un Américain. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Les choses sont en train de s'aligner. On voit manifestement qu'il y a des ficelles qui sont tirées dans les coulisses pour amener cette configuration. La personne qui viendra, qui ne représentera pas l'ONU en soi, elle représentera plus les intérêts des Américains. Mhm. Bon, on va parler un peu d'Ukraine, parce que bon, c'est vraiment là en ce moment, pauvre Ukraine, là on ne parle plus beaucoup. Alors d'abord, il y a eu un échange de prisonniers, ça c'était hier, un échange de prisonniers. Là on voit des prisonniers russes qui sortent, qui vont dans des cars. 400 prisonniers, 200 prisonniers ukrainiens, 200 prisonniers russes qui ont été... C'était les Ukrainiens en premier. Oui. Tu as des nouvelles, toi, Philippe, de l'Ukraine? Pas vraiment, mis à part les prisonniers ukrainiens qui étaient de Ternopil qui sont rentrés chez eux. Mhm. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bon, Mhm. il fait froid. D'accord. L'électricité, ils n'en ont pas beaucoup dans la journée et la nuit. Donc ça va être un peu compliqué. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme nouvelle. D'accord. Et Monsieur Zelensky, il tient bien en ce moment? Bah, apparemment, oui. Et Il n'y a que quand sa tête à la télévision, bon, ouais, c'est quelqu'un de fatigué, Mhm. usé, qui a vachement vieilli en l'espace de quelques années. Et voilà. Mais les Ukrainiens croient toujours à la victoire. Ouais. Mais alors, j'ai vu que Monsieur Orban, là, avait arrêté des gens de la banque ukrainienne. Vous êtes au courant de ça? Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu passer. J'ai C'était, entendu quelque chose, mais je n'ai pas les détails. oui, oui. Des gens qui corrompus, donc, et il les Quelle a arrêtés. surprise. Voilà. Ouais, je pensais que vous étiez au courant. Moi, j'ai pas plus de trucs là-dessus, mais je pensais que vous alliez me mettre au courant de ça. Eh bien, non. Désolé. Désolé. Je ne veux pas juste te dire juste pour le besoin de parler. Non, je ne suis pas au courant. J'ai entendu quelque chose dans ce sens, mais je n'ai pas des informations pour le moment. Alors, on va revenir à Monsieur Zelensky. Alors, attends, je cherche la vidéo. Je sais pas où elle est. Où il a insulté Orban. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? J'arrive pas à trouver la vidéo. C'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Orban bloque donc les fonds européens et Zelensky le menace de mort. C'est une question d'approvisionnement d'énergie. Ah oui, C'est ça le départ. ouais, au départ, c'est ça. Ouais. C'est le pipe. Absolument. Comment s'appelle-t-il? Zelensky a coupé. Ouais. Il a été coupé alors par par des drones ukrainiens et russes, les deux. Ouais, mais bon, Urban, il accuse surtout Zelensky de l'avoir fait. Mhm. Voilà. D'accord. Et estime qu'un partenaire qui fait ça n'est pas un partenaire. Ouais. Et donc, Orban demande que le pétrole ou le gaz reviennent à la Hongrie, c'est cela. C'est ce que j'ai compris, ouais. Et tout est bloqué. Bah oui, là, c'est bloqué. Et donc, ça met la Hongrie en une situation délicate, quoi. En plus, il y a les élections présidentielles en Hongrie qui approchent. Mhm. Donc, bah, ça met un peu plus de tension dans le pays, quoi, voilà. Ouais. Orban? Mhm. Mais alors, il paraît que l'Europe aussi demande à ce que le pipe soit rouvert. Ben oui, bien sûr, pour calmer un peu le jeu, quoi. Ça craint quand même pour l'Europe. Vraiment, là, on est vraiment dans une mauvaise passe, hein. Qu'est-ce que tu en Complètement. penses, Marie? Oui, bien sûr que nous sommes dans une mauvaise passe. Je suis complètement d'accord. De toute façon, ça ne saurait tarder. L'écroulement de l'Union européenne ne saurait tarder, pour moi.
Alors, moi, je vais te faire une confidence, Maryse. Oui. Heureusement qu'il y a le réchauffement climatique, parce que sinon, on caillerait tous. Alors, il y a notre ami canadien qui, lui, a des moins, je ne sais combien. Mais enfin, lui, il a le pétrole américain, c'est autre chose. Mais on a aussi du pétrole canadien. Oui, tu as du pétrole canadien, oui. Ah oui, oui. Oui. Et du Donc, gaz également. oui, oui. Mhm. Mais tu vois, je pense que l'Union européenne voudrait intervenir dans l'affaire parce que l'agenda, c'est de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Or, il y a un pays membre de l'Union européenne qui a des problèmes avec l'Ukraine. Donc, ça ferait tâche sur le tableau. Donc, il faudrait qu'on calme un peu les ardeurs de ce côté-là, de manière à ce que on ait une possible entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne sans trop de friction. C'est en Ouais. tout cas ma perception de la chose. Mais alors, la rentrée de de l'Ukraine dans l'Union européenne, quand même, ça me paraît un peu bizarre. Et d'ailleurs, À mon avis, c'est compromis. oui, Disait Hubert, où est la frontière? Et un statu quo qu'il va falloir organiser. Et c'est ce que disait Hubert, où est la frontière? Comment est-ce qu'on garantit la sécurité? Comment est-ce que on va faire en sorte que cette ligne de partage reste stable? C'est pas évident. Il y aura des irrédentistes des deux côtés. C'est pas une situation coréenne. Vous savez, en Corée, les Américains ont laissé 60 000 hommes et des armes atomiques en Corée du Sud. C'est ça qui calme le jeu et qui stabilise la situation. Là, ils s'en vont. Ils n'ont plus mis $1 depuis un an et ils mettent plus d'armes, sauf celles qu'on leur achète pour les repasser aux Ukrainiens. Ajouter une dimension budgétaire considérable. Nous, Européens, on a mis 175 milliards d'euros depuis le début de cette guerre. C'est pas rien. On vient d'emprunter 90 milliards pour payer l'année et demie devant nous. Si on fait rentrer l'Ukraine, comme le demandent certains en France, je pense à M. Attal, faisons rentrer l'Ukraine l'année prochaine, c'est ce que veut Zelensky. On fait littéralement exploser la boutique, demander à la FNSEA ce qu'ils en pensent, sans compter qu'il y a un problème de corruption phénoménal en Ukraine qui n'est pas réglé. Le président Zelensky a dû se séparer de ses plus proches collaborateurs. Tenez-vous bien, 600 000 armes livrées à l'Ukraine se sont évaporées. Donc il y a un léger problème de ce côté-là aussi. comme quoi les politiques français sont un peu... Lui, c'est un politique français, c'est un ancien ministre français. Il est pas mal quand même celui-là. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Bon, j'apprécie ces interventions qui semblent être beaucoup plus pondérées, beaucoup plus factuelles, contrairement à d'autres personnes qui passent, qui sont plus dans l'émotion et dans les fake news. Donc, c'est quelqu'un qui semble être acceptable. Je ne le connais pas vraiment, mais chaque fois qu'il passe, j'ai toujours apprécié ces interventions parce que ce sont des interventions qui reposent sur des faits et non pas des souhaits. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment acceptable. Mais est-ce que une telle personne, on lui permettra de pouvoir prendre une place beaucoup plus importante dans la politique française? Je ne suis pas très sûr. Non, mais il ne veut plus. Non, non, il ne veut plus. Non, mais alors, la position de l'Ukraine qui veut rentrer en Europe. Alors, la FNSEA, justement, le louche parlait de la FNSEA. La FNSEA, Michel, c'était un syndicat français d'agriculteurs. Alors, évidemment, ils font la tronche. Oui. Mais Philippe, comment tu vois, toi, la rentrée de l'Ukraine en Europe? Catastrophique. Une catastrophe pour toute l'agriculture française et européenne déjà, ça c'est clair et net. Et puis tout ce qui est affaire de corruption, de criminalité et tout ce qui s'ensuit. Parce que la guerre, quand elle va se terminer, tous ces hommes qui ont combattu pendant des années, ben, ce sont des hommes aguerris qui n'auront pas peur de risquer leur peau pour gagner leur vie. Oui. Et on va aller ouvrir les frontières à tout ça. Et que pensent les Ukrainiens d'une rentrée Oh bah, en Europe? évidemment, ils veulent bien. Ouais. Ils sont contents, bien sûr. Mais tu connais pas mal d'Ukrainiens. Oui, bah eux, ils seraient contents que ça rentre dans l'Union européenne, bien sûr. Ça facilite les. Bon, déjà là, oui.
ils n'ont pas de problème pour circuler dans toute l'Europe, vu que le simple passeport, il n'y a plus besoin de visa, tout ça. Ah Mais oui. le fait que ça rentre carrément dans l'Europe, ils seraient contents, ouais, bien sûr. Ah, évidemment, ce serait une catastrophe pour les agriculteurs. Qu'est-ce que tu en penses, Voilà, Marie? oui, c'est clair. Oui. Bien sûr. Pour moi, ce serait catastrophique. Et je pense que ça n'aura même pas lieu. Je pense pas. Parce que la FNSEA, c'est une chose, mais les autres agriculteurs, pour les autres agriculteurs, ce sera encore pire. Ben oui. Hein, parce que la La coordination rurale, FNSEA, bon, elle a des, comment dirais-je, des intérêts que n'ont pas les autres, comment dirais-je, syndicats Oui. des agriculteurs. la Donc, coordination rurale, par exemple. pardon? La coordination rurale Oui, aussi. voilà. Et puis la Confédération paysanne aussi. Donc, non, mais là, c'est la mort de ces gens-là. C'est Oui. Eh bien. Bon, écoutez, je vous remercie. C'était très, très sympa. Ben, on se voit la semaine prochaine. À Hein? la à semaine la prochaine. semaine prochaine. Sans problème. Bon week-end à Salut. tous. Bon week-end. Merci. And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France